Merci beaucoup, Dr. Vallée. Ça me fait plaisir de remplacer Dr. Tardif à pied levé. J'ai donc combiné les deux présentations en une conférence, à savoir que je vais parler de l'étude REDUCE-IT et ensuite je parlerai d'applications cliniques ou, disons, mon côté pratico-pratique, à savoir comment cette molécule peut s'insérer dans votre pratique. Alors, voici ma diapo de divulgation de conflits d'intérêts potentiels, alors que j'ai donné des conférences qui sont subventionnées, commanditées. Je siège aussi sur quelques comités aviseurs et finalement, je fais de la recherche qui est subventionnée. La prochaine diapo était celle des objectifs qui m'ont été dédiés, mais je vais rajouter ici l'étude fleuve que l'étude REDUCE-IT, celle qui a montré les bénéfices à prendre de l'icosapent éthyle. Juste une diapo supplémentaire avant de passer à l'étude REDUCE-IT. Je voudrais mettre ici un registre ontarien, donc des données beaucoup plus proches de nous là, que des données internationales, en ce qui a trait au rôle des triglycérides. On a parlé des triglycérides comme étant athérosclérotiques. Les particules de VLDL, habituellement, sont beaucoup moins athérosclérotiques que, par exemple, la LP-A ou encore le LDL cholestérol. Mais les triglycérides, quand même, sont un marqueur de risque résiduel élevé chez des patients qui sont en prévention secondaire. Et c'est ce qui est illustré ici, à savoir que jusqu'à des triglycérides de 1,0 à 1,5, c'est tout à fait tolérable dans les limites de la normale. Mais si les triglycérides est ici mesuré à jeun comme il se doit, si leur niveau est plus élevé, on voit ici que le risque de récidive est beaucoup plus élevé. Est-ce qu'une molécule comme un oméga-3, et ici en l'occurrence l'usage de l'icosapent éthyle, est un médicament qui sera utilisé uniquement pour abaisser les triglycérides? On a vu tout à l'heure que les oméga-3 peuvent baisser les triglycérides, mais est-ce que ça sera leur fonction principale? Tout comme Dr. Rousseau nous a mentionné, il existe d'autres propriétés d'usage de l'EPA et on essaiera de mieux comprendre ça avec l'étude REDUCE-IT, de faire la part des choses. Est-ce que c'est l'abaissement des triglycérides ou d'autres capacités protectrices qui se manifestent quand on utilise de l'icosapent éthyle? Alors, sans plus tarder, je vais passer tout de suite à l'étude de REDUCE-IT. Alors, c'est une grande étude, plus de 19 000 patients, une étude randomisée, contrôlée à double insu, où d'un côté, on va donner 4 grammes par jour d'icosapent éthyle, qui est un dérivé de l'EPA, versus le placebo. Quand je dis que c'est un dérivé de l'EPA, c'est qu'il a été traité pour uniquement... je pourrais dire, c'est pas une huile de poisson, l'icosapent éthyle. Après avoir été traité en laboratoire, en manufacture, à ce moment-là, vous avez de l'EPA pur, vous en avez 4 grammes d'un coup sec. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle icosapent éthyle et non pas purement EPA. Alors voilà, les deux groupes sont randomisés à soit un placebo, qui était également des gélules, versus des gélules de l'icosapent éthyle. Et les critères d'inclusion pour être dans cette étude, la majorité des gens étaient en prévention secondaire. Donc, si on se qualifiait avec, parce qu'on a eu un événement clinique connu, il fallait avoir au moins 45 ans et c'était surtout des coronariens qui ont été randomisés. Mais certains avaient aussi une maladie artérielle périphérique ou une maladie cérébrovasculaire. Et pour ce qui est des gens en prévention primaire, donc c'était grosso modo environ 25 % de la population de sujets dans REDUCE-IT. Il fallait avoir au moins 50 ans avec du diabète, donc ils étaient tous diabétiques, mais des diabétiques en prévention primaire, et avec un autre facteur de risque pour la maladie cardiovasculaire. Aussi, il fallait des taux de triglycérides et de LDL qualifiants, c'est-à-dire des taux de triglycérides d'au moins 1,52. On a vu dans le registre ontarien que le risque de récidive d'un autre événement cardiovasculaire commençait à un niveau au-dessus de 1,5, 1,5, donc ça correspond bien à ce qu'on connaît de la littérature. Et aussi, pour ce qui est du LDL, les gens pouvaient se qualifier avec un cholestérol aussi bas que 1,06 et allant jusqu'à environ 2,6. Donc, on a dans ce groupe des gens très bien contrôlés en termes de
valeur de LDL à cible ou tout au moins près de la cible. On sait que dans la pratique courante, c'est peut-être pas 50% des gens qui atteignent la cible de moins de 2,0. Les patients pouvaient recevoir également de l'ézetimibe si c'était nécessaire selon leur praticien. Et les gens devaient être stables pendant au moins 4 semaines sur cette thérapie, soit statine seule ou statine avec ézetimibe. Alors, les critères d'inclusion, quand on parle de la prévention secondaire, donc la majorité des patients dans l'étude, c'est d'avoir une coronaropathie documentée. C'est pas juste avoir eu un événement clinique comme un infarctus du myocarde, mais d'avoir au moins 2 sténoses dans les artères coronaires qui soit de grade d'au moins 50% chacune. Ou encore d'avoir déjà été hospitalisé pour un syndrome coronarien aigu sans décalage du segment ST ou encore déviation du segment ST. Pour ce qui est des gens qui ont eu un AVC, alors l'AVC clinique, c'est classique, c'est l'événement clinique, on le reconnaît, mais ça pouvait être des gens qui n'avaient pas eu d'événement clinique cérébrovasculaire, mais plutôt qui sont connus porteurs d'une sténose symptomatique d'une des carotides d'au moins 50%, ou encore être totalement symptomatique avec une sténose de l'artère carotide d'au moins 70%. Ou encore une histoire de revascularisation carotidienne dans le passé. Et pour ce qui est des gens avec maladie artérielle périphérique, il fallait 2 choses. Il fallait avoir un index tibio-brachial qu'on appelle ici cheville-bras inférieur à 0,9 avec des symptômes de claudication, ou là encore avoir déjà eu une thérapie sous forme de chirurgie où ici, on parle d'intervention. C'est un peu large, ça peut être un pontage ou ça peut être des endoprothèses chez les gens qui étaient très malades de leur maladie artérielle périphérique. Pour les gens en prévention primaire, donc on va recruter uniquement ici des diabétiques. Le diabète est presque vu comme étant de la prévention secondaire, mais pour s'assurer que ce soit également des gens à haut risque, il fallait être diabétique avec un autre facteur de risque pour la maladie cardiovasculaire. Comme vous voyez ici, un homme au moins de 55 ans, une femme d'au moins 65 ans, être fumeur ou avoir arrêté dans les 3 derniers mois, avoir de l'hypertension artérielle, avoir un HDL bas, avoir un HSCRP élevé, c'est un peu novateur, Dr. Ritter serait content. Avoir une anomalie de la fonction rénale, c'est-à-dire une clairance entre 30 et 60, avoir soit une rétinopathie ou une micro- ou macroalbuminurie, et finalement avoir une fois de plus l'indice tibio-brachial qui soit en bas de 0,9. Alors, voici les caractéristiques de base des patients dans l'étude REDUCE-IT. C'est des gens relativement jeunes, en moyenne 64 ans, mais les gens ont été randomisés jusqu'à un âge de 90 ans dans cette étude-là. Plus d'hommes que de femmes, plus de caucasiens que d'autres ethnies. Et enfin, comme on voit ici, la prévention secondaire, c'était presque de 3/4 de la cohorte. La prise des étimibes était basse, ce qui est surprenant pour une étude plus contemporaine que d'autres études. On a vu ça dans l'étude Fourier, c'est juste 5%, et ici, c'est juste 6,4%. Il faut comprendre que l'étude a été surtout menée par des sites américains et peut-être que nos collègues américains ne croient pas tellement les étimibes. Les étimibes n'abaissent que le LDL cholestérol qu'environ de 10 à 15% lorsqu'il est rajouté une statine. Et ici, c'était des gens qui prenaient des statines à des doses différentes. Il y en avait qui prenaient une petite dose, peut-être c'était la dose maximale tolérée. D'autres prenaient une dose modérée, d'autres prenaient une dose élevée. Et pour ce qui est des diabétiques, ici, il y en avait près de 60% dans les 2 groupes. Mais il y a des gens qui se qualifiaient pour leur maladie athérosclérotique, c'est la prévention secondaire. Et il y en avait d'autres diabétiques qui se qualifiaient en prévention primaire, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu de maladie athérosclérotique connue. Alors, ici, je vous présente le résultat principal, l'issue primaire, le bénéfice combiné. Et ici, c'est un bénéfice combiné à 5 quêtes, à 5 composantes, c'est-à-dire le bénéfice habituel de diminution de la mortalité cardiovasculaire, de l'infarctus du myocarde non fatal, de l'AVC non fatal. Et ici, on a rajouté aussi le besoin d'être revascularisé.
Et on voit le bénéfice qui est éclatant. Réduction du risque absolu qui est de plus que 5 après un suivi moyen de près de 5 ans. Donc, réduction relative de 25 mais attention, le nombre nécessaire à traiter n'était que de 21. Et ça, c'est en rajout. En rajout de toute la thérapie contemporaine qu'on a donnée. De l'aspirine, peut-être un autre antiplaquettaire, un bêta-bloqueur, un inhibiteur de l'OCA, un ARA, une statine, peut-être de l'Esétrol. Et par-dessus tout ça, quand on pense que tout est dit et tout est fini, non, il y a du risque résiduel. On la baisse de 25 sur le risque résiduel ici, en ajoutant de l'icosapène éthyle. C'est formidable. D'ailleurs, le docteur Grégoire a déjà montré cette diapo-là. Je voudrais juste que vous portez attention à la valeur P. S'il vous plaît, comptez le nombre de zéros après la virgule. Très, très significatif. Pour ce qui est des critères d'évaluation secondaire, là, c'est les critères habituels que le FDA américain demande. Diminution de la mortalité cardiovasculaire, des AVC non fatales et des infarctus du myocarde non fatales. Et là aussi, le résultat est excellent. Diminution du risque relatif de 26 avec cette fois-ci un nombre nécessaire à traiter de 28 et toujours beaucoup de zéros après la virgule dans la valeur P. Essayons de voir les sous-populations qui ont peut-être mieux profité de cette thérapie de rajout par rapport au groupe placebo. Et ce qu'on voit tout d'abord, c'est qu'il n'y a pas de différence. La valeur P pour l'hétérogénéité n'est pas significative, donc pas de différence en prévention primaire et secondaire. N'oubliez pas ici, c'était des patients de prévention primaire à haut risque, un diabétique avec un autre facteur de risque. Mais bref, pas de différence entre les deux groupes. Pas de différence hommes et femmes. Quoique les femmes ont tendance à plus manger de poisson que les hommes. Et pas de différence que l'étude soit menée aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ça paraît peut-être un petit peu étrange, cette sous-population, mais quand on regarde les pays asiatiques, ils ont un niveau de EPA plus élevé que les Nord-Américains. Ça a fonctionné quand même dans les autres pays qui ont participé, entre autres des pays asiatiques et des pays européens. Et pas de différence si le patient était diabétique ou pas au départ. On a vu que près de 60 de tous les patients dans cette étude étaient diabétiques. Mais qu'on l'ait été ou pas, tout le monde en a bénéficié. Est-ce qu'il y en a qui en ont plus bénéficié parce qu'ils avaient un taux de triglycérides plus élevé au départ par rapport à d'autres? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est parce que, l'abaissement des triglycérides a été le même dans les deux groupes, donc le bénéfice est le même dans les deux groupes? C'est possible. Mais qu'on ait des triglycérides élevés ou même normaux, on a vu tout à l'heure, ça pouvait être plutôt bas comme un triglycéride de départ qui était admis. Tout le monde en a profité. Et enfin, attendez. Oui, c'est ça. Alors, sous-groupe triglycérides plus élevés et moins élevés. Et ici, triglycérides, si on abaisse la barre, il y en a qui sont en bas de 1,69. Il y en a encore à bénéficier. Dans l'étude de Reduce-It, c'est sûr que comme n'importe quelle étude, on a parlé d'efficacité, mais en termes de tolérabilité, il faut regarder les effets secondaires. Et ce qu'on nous présente ici sont les effets secondaires déclarés pour au moins un patient dans l'étude. Ici, des chiffres très élevés, comme 80 %. Mais quand on fait de la recherche, on déclare tout. Le patient est enrhumé, il faut le noter. Le patient est constipé, c'est peut-être un effet secondaire. On note tout et c'est pour ça qu'on arrive avec des chiffres aussi élevés. Mais quand on regarde les effets secondaires graves, il n'y avait pas de différence entre le groupe thérapie active versus le groupe de thérapie standard. Arrêt du traitement, c'était identique. Un effet secondaire grave qui oblige d'arrêter l'étude, c'était très, très faible. Donc, les gens sont restés adhérents, observant pendant la majeure partie de l'étude et entraînant la mort. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont mourir pendant une étude. C'est obligatoire. Quand on randomise du monde de 80 ans et plus, ils vont peut-être mourir d'autres choses que de la thérapie active ajoutée parce qu'il n'y avait pas de différence entre thérapie standard et le groupe où on a rajouté de l'écosapin éthyle. La prochaine diapo est intéressante parce que j'ai entendu la question passer tout à l'heure.
on parle des segments. Est-ce qu'il y a eu plus de segments avec l'éco-sapin éthyle que le groupe standard? La réponse, c'est non. La valeur P n'est pas significative. Et je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard. Les segments gastro-intestinaux, pas de différence. Les segments au niveau du système nerveux central, pas de différence. Et autres segments de toute cause, pas de différence. Donc, non, ajouter de l'EPA ici à haute dose n'a pas causé de segments supplémentaires. On continue. Autre effet secondaire notable ou les plus fréquents dans cette étude, il y a la diarrhée qui était plus fréquente dans le groupe placebo que dans le groupe éco-sapin. L'édème périphérique, un petit peu plus dans le groupe éco-sapin éthyle. La constipation était également un petit peu plus notoire. Moins de diarrhée, mais un petit peu plus de constipation, d'accord. Un peu plus de fibrillation auriculaire, et je vais revenir là-dessus dans un instant. Oui, il y en a eu un peu plus d'induits. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, il y avait eu une étude où on avait donné justement des oméga-3 pour traiter la fibrillation auriculaire. Est-ce qu'on pouvait la prévenir? Est-ce qu'on pouvait la diminuer là, son incidence et sa présence une fois que c'est diagnostiqué, et l'étude avait été négative. Ici, on a vu un petit peu plus de fibrillation auriculaire. Et finalement, de l'anémie, il y en a eu juste un peu plus du côté placebo. Donc, vous voyez, ça n'arrive pas souvent, les effets secondaires, et il n'y a pas beaucoup de différence. Ce ne sont pas des effets secondaires graves, sauf pour la fibrillation auriculaire. Et quand on regarde la dernière ligne en bas, et qu'on classifie les patients selon leur ECG et les arythmies qu'ils ont pu montrer, oui, à la fin, l'arythmie la plus fréquente fut de la FA, soit FA ou flotteur, fibrilloflotteur, là, il y en a eu un peu plus souvent. Mais je veux tout de suite vous rassurer que la majorité des cas déclarés ici de FA, c'était des gens déjà connus pour de la FA. Ils ont eu un épisode de FA, on a eu de la FA paroxystique, et ils en ont remontré. Il y a eu une résurgence de leur FA alors qu'ils étaient sur éco-sapin. Alors, je mets ça en résumé maintenant pour vous, l'étude REDUCE-IT. On a parlé de critères d'évaluation principale à 5 points. Vous le voyez ici écrit dans le bas de la diapo. Oups, ça ne s'affiche pas ici, mais ça s'affiche chez vous, je pense. Encore une fois, c'est mortalité cardiovasculaire, infarctus du myocarde non fatal, AVC non fatal, avoir un besoin d'être revascularisé ou avoir le besoin d'être hospitalisé pour de l'angine instable, il va sans dire. Donc ça, c'était l'issue primaire combinée recherchée avec un résultat tout à fait éclatant. Pour ce qui est de l'issue primaire combinée traditionnelle à 3 points, donc c'est réduction de la mortalité cardiovasculaire, réduction de l'infarctus mortel, non fatal, et réduction de l'AVC non fatal, 26 %. Et si on regarde chaque composant individuel, justement de ce critère d'évaluation secondaire combiné, 31 % de réduction d'infarctus, 28 % de réduction de tous les AVC et 20 % de réduction de la mortalité d'origine cardiovasculaire. Tout ceci étant statistiquement significatif. Donc, parler en termes de baseball, c'est un home run. On a nos critères combinés qui soient à 5 têtes ou à 3 têtes, c'est-à-dire à 5 composantes ou 3 composantes, les deux sont positifs. Et les composantes individuelles contenues là-dedans, tous les AVC, tous les infarctus, c'est-à-dire l'incidence des AVC, l'incidence des infarctus et l'incidence de décès d'origine cardiovasculaire, tous ont été abaissés de façon significative. OK. Permettez-moi maintenant de rentrer dans certaines populations spéciales, des sous-groupes. Je vous ai dit ici, il y a eu des gens randomisés jusqu'à 90 ans dans l'étude REDUCE-IT. Est-ce que ça fait une différence d'être plus vieux, d'être plus jeune en termes de bénéfices dans REDUCE-IT? Et la réponse est non. Ici, vous voyez la distribution en termes... je pense peut-être que je prenne la souris. Ah, voilà. Pas de souris. Non, c'est
C'est le tapis. Ah oui, voilà, la flèche vient d'apparaître. Wow. Plus que la flèche, là, ça a changé. Alors, vous voyez, ici, c'est d'abord la distribution des gens plus âgés et plus jeunes dans l'étude. Pour la composante, un petit peu de misère, je pense qu'on va la lire comme ça. Pour la composante primaire et l'issue primaire combinée, le bénéfice est pratiquement le même, sauf, comme vous voyez en haut, pour 65 ans et plus, on atteint le chiffre de 1,0. Donc, il y a une tendance forte que pour l'issue primaire combinée, qui est un bénéfice pour les gens de 65 ans et plus, on voit qu'il est très clair pour les gens en bas de 65 ans. Mais si on regarde l'issue primaire combinée à 3 points, qui est habituellement ce qui est demandé par le FDA, les deux groupes en ont bénéficié de façon significative. D'autres sous-groupes intéressants à regarder, que les patients aient des triglycérides normaux, même bas ou élevés au départ, le bénéfice était le même. Si les patients étaient dans le sous-groupe triglycérides élevés HDL bas, qui est habituellement associé au diabète ou à la résistance à l'insuline ou à la sédentarité, il n'y a pas eu de différence. Les deux groupes en ont bénéficié de façon égale. Qu'on ait pris peu, c'est-à-dire une petite dose de statine, une dose moyenne ou une dose élevée, tout le monde en a bénéficié, sauf ça, la petite dose de statine. Donc, ce qui encore souligne le fait que si on se réfère aux études où on abaissait le LDL, le cholestérol avec les statines, les grandes études à statine, c'est toujours mieux de titrer à la dose à laquelle les études ont été menées. Habituellement, c'est la pleine dose qui amène un bénéfice complet. Donc, ici, c'est peut-être l'explication de pourquoi les gens qui avaient une faible dose de statine ne semblent pas avoir bénéficié complètement du rajout de l'icosapène. Mais regardez ici, tout de même, les chiffres sont bas. Là. Il y a peu de gens dans cette catégorie. Pour ceux qui avaient un LDL bas, près de la valeur cible ou proche de la valeur cible et qui était plus élevé ou égal à 2,17, tout le monde en a bénéficié. Et finalement, qu'on ait un HSCRP normal ou élevé, tout le monde en a bénéficié. Regardons ici les taux de triglycérides après 1 an de thérapie. On verra tout à l'heure que les triglycérides ont été abaissés d'environ 19 % dans l'étude REDUCE. Que leur triglycérides soient élevés ou bas, le bénéfice était le même. Si vous observez bien, il y a 3 courbes sur cette diapo. Il y a la courbe en haut qui est grisâtre, qui est du groupe contrôle, et en bas, il y a 2 groupes. Il y a une courbe qui est verdâtre et une autre qui est bleutée. Elles se chevauchent, elles sont identiques. Donc, il ne semble pas y avoir pendant la thérapie, il ne semble pas y avoir une différence en termes de bénéfices thérapeutiques, de protection cardiovasculaire, qu'on ait conservé un triglycéride un peu plus élevé ou plus bas. Ah oui, on parle d'oméga 3, ça baisse les triglycérides. Est-ce que ça vient de l'effet des triglycérides? Mais cette diapo-là vous dit que non, que les triglycérides ont été plus bas ou plus élevés. Tout le monde a dérivé un bénéfice qui soit identique. Ici, on voit les données en termes de paramètres lipidiques dans l'étude REDUCE avant et à la fin de l'étude. On voit en termes de triglycérides que les triglycérides ont été diminués, abaissés dans le groupe icosapène éthyle par rapport au groupe placebo et c'est d'environ 19 %. Le non-HDL aussi, lui, a été aussi abaissé. Et là, le bénéfice est moins grand. On parle d'environ 10 à 12 %. Pour le LDL cholestérol, le bénéfice est assez mince pour le LDL, c'est 6,6 %. Et pour le HDL, eh bien, il n'y a pas eu d'augmentation du HDL. De fait,
il a baissé un petit peu de 6,3 %. Mais tous les chiffres que j'amène, que ce soit l'abaissement de triglycérides, du non-HDL cholestérol, du LDL cholestérol ou même de la baisse du HDL cholestérol, tous ces chiffres-là sont statistiquement significatifs. Donc, est-ce que c'est encore juste les triglycérides qui pourraient expliquer le bénéfice? On en doute selon la diapo précédente. Regardez la prochaine. Là, on s'en va dans la mesure de l'ApoB. Alors, l'ApoB, c'est cette mesure qui capture, excusez l'anglicisme, qui capture en une prise de sang toutes les particules athérosclérotiques, c'est-à-dire celles qui expriment de l'ApoB à leur surface. Et là, il y a eu un abaissement de presque 10 %. Pour le HACRP, un abaissement fantastique de 40 %. Une autre façon de mesurer le HACRP, c'est d'en faire un calcul logarithmique, 23 %, mais la plus grande augmentation fut une augmentation de plus de 350 % du niveau d'EPA. C'est peut-être plus ça qui a compté, avoir beaucoup plus d'EPA. Comme nous disait Dr Rousseau, il y a plein de fonctions bénéfiques sur la santé artérielle quand on prend des EPA. Et c'est peut-être plus ça qui a guidé le bénéfice ici. Alors ici, juste évidemment, je ne peux pas dupliquer la belle présentation de Dr Rousseau, mais je peux au moins vous donner un rappel à l'effet que quand on reçoit de l'EPA, on améliore la fonction endothéliale, c'est-à-dire les artères sont plus capables de vasodilatation. Les cellules musculaires sont moins hypertrophiées. Il y a moins d'oxydation du LDL. Il y a plus de protection de l'oxyde nitrique, là. Ici, qu'on a écrit NO pour nitric oxide, là. Et vous voyez les molécules cibles là, qui sont modifiées. Donc, on redonne un peu plus de santé et de protection aux artères quand on donne de l'EPA. Et à la fin, on s'aperçoit dans les études là, angiographiques qu'on peut donner plus de stabilité aux plaques. Et sur ce point-là, il y a eu une petite étude qui vient d'être publiée spontanément ou en même temps dans le Journal européen de cardiologie pendant le congrès de la Société européenne de cardiologie. Et cette étude s'appelle l'étude EVAPORATE ou Évaporer, si vous voulez. EVAPORATE, c'est une étude ici de tomographie axiale par ordinateur où on va mesurer justement dans les artères coronariennes le devenir de ces plaques-là quand les patients sont exposés à l'écosapin éthyle. Bien entendu, le groupe placebo, encore une fois, ici, a toute la thérapie standard que j'ai énumérée plus tôt. C'est un rajout d'un côté de cette quantité de EPA par rapport à la thérapie standard. Et ce qu'on voit, c'est que le groupe qui est traité avec la thérapie standard pendant l'étude qui a duré 18 mois, et c'est la colonne de gauche, l'issue primaire, c'est leur quantité de plaques de type faible atténuation, qui est le type de plaque la plus dangereuse en termes de produire un infarctus du myocarde, parce que elle contient beaucoup de cholestérol, de lipides, de tissus nécrotiques. Ça a augmenté de plus de 100 %. Alors que ceux qui ont pris de l'écosapin éthyle, ça a diminué ce type de plaque-là par 17 %. Il y a d'autres types de plaques qui ont été étudiées, comme celles qui sont un mélange de lipides avec de la fibrose. On parle toujours du cap fibreux, là. Mais ça a progressé pendant l'étude dans le groupe placebo et ça a régressé chez ceux qui prenaient de l'écosapin éthyle, qui est de l'EPA à pleine dose. D'ailleurs, n'appelez pas l'écosapin éthyle d'huile de poisson. J'ai vu tout à l'heure, on parlait d'huile de poisson. C'est pas un mélange de toutes sortes d'huiles. C'est pas un mélange de toutes sortes d'oméga 3. C'est juste de l'EPA concentré. Il faudrait que j'en parle, Monsieur le Président. Et c'est probablement ça la différence qu'on est en train de parler maintenant. Pour ce qui est des plaques qui étaient principalement fibreuses, on peut voir une régression, pas dans le groupe contrôle. Pour ce qui est des plaques calcifiées, il n'y a pas de différence statistiquement significative, mais néanmoins, vous voyez, il n'y a pas de progression quand on prend de l'écosapin éthyle. Et finalement, si on regarde toutes les plaques non calcifiées, régression. Si on regarde toutes les plaques de tous les genres, qu'ils soient calcifiées ou pas, il y a eu une régression. Je pense que c'est surtout ça qui parle
à savoir que le rajout de l'icosapent éthyle est capable d'aller mieux protéger l'endothélium des artères coronariennes. Et ici, c'est fantastique, on est capable de dire qu'on est capable de, quand on peut dire, on est capable de régresser la majorité des plaques et dans un délai qui va de 9 à 18 mois. J'ai un exemple ici pour des gens comme moi qui sont visuels. À gauche, vous avez une artère coronarienne, c'est l'antérieure descendante. L'image de gauche vous montre qu'elle est pas mal blanche, elle est plutôt calcifiée. Et là, vous avez comme un beignet asymétrique où on voit, entre autres, les plaques les plus dangereuses, c'est la faible atténuation telle que mesurée par la tomographie axiale. C'est celle qui est rouge. Et ce qui est lime et vert, c'est un mélange soit de plaques lipidiques ou fibreuses et lipidiques. Et 18 mois plus tard, quand on a pris l'icosapent éthyle, on le voit, tiens, tout à coup, la lumière est plus grande, il y a moins de cette composante de la plaque qui est super dangereuse en rouge, et ce qui est vert et lime, des plaques qui, elles aussi, peuvent progresser à un infarctus du myocarde, mais pas autant que celles qui sont rouges. Là aussi, ça a régressé. Alors, l'image est aussi intéressante pour nous enseigner que, comme vous voyez à gauche, quand on parle d'une plaque athérosclérotique, ça pousse d'abord de façon excentrique à l'extérieur du vaisseau, de la lumière. Et éventuellement, ça devient assez gros, ça cause une sténose. La sténose, c'est vraiment le produit final d'une plaque qui est très, très grosse. Très, très grosse. Puis ici, on voit après 18 mois, mais la lumière s'est agrandie, la plaque a donc rétréci. Rhédocytes aussi, c'est d'autres issues secondaires, comme le besoin d'être revascularisé. C'est statistiquement significatif. Mais regardez où se situe l'étude Evaporate, là, à 18 mois, c'est 1 an et demi, 18 mois. Bien, justement, si on est capable de voir une aussi grande régression des plaques à 18 mois, bien, c'est après seulement 18 mois. Bien, vous voyez, ça correspond avec l'endroit où les courbes se distancent, se dissocient davantage. On est en temps de COVID, on parle de distanciation. Alors, les deux courbes prennent plus de distance l'une versus l'autre. Et à ne pas en douter, fort probablement que le processus de régression prend place pour la durée de toute l'étude. Alors, voilà pour l'étude Rhédocytes, voilà pour l'imagerie coronarienne qui, je pense, amène beaucoup d'éclairage quant à quel est le vrai bénéfice de l'EPA à haute dose qui a été administrée. C'est fort probablement ici, d'abord et avant tout, une amélioration de la fonction de l'endothélium des artères coronariennes par des mécanismes qu'on a vus. Amélioration de la dysfonction endothéliale, donc amélioration de la fonction de l'artère. Passons des cas cliniques, parce qu'il y avait de très belles questions tout à l'heure à savoir, mais comment je prescris ça ou quel genre de patients vont recevoir ça? Grosso modo, Rhédocytes répond à vos questions. C'est des gens à haut risque. Ça sera peut-être testé éventuellement chez des gens à risque modéré, mais c'est des gens à haut risque, surtout en prévention secondaire ou des gens qui sont diabétiques avec un autre facteur de risque. Alors, j'ai 3 cas cliniques à vous soumettre. J'ai besoin de votre participation. Évidemment, vous ne taperez rien là, sur l'ordinateur, mais je vais vous faire réfléchir. Alors, nous avons Pierre, 62 ans, qui a un syndrome coronarien aigu il y a 5 mois. 2 endoprothèses ont été mises en place. Il est à l'aspirine, ticagrelor, statine, inhibiteur de l'ECA et bêta-bloquant. Son LDL est beau selon les critères actuels de la Société canadienne de cardiologie, en bas de 2.0. Son HDL est un peu bas, hein? On aimerait un HDL toujours plus élevé. Et les triglycérides, 2,2. Ben, ça, c'est moyen. C'est un petit peu plus haut qu'on voudrait, mais c'est pas très haut, mais c'est sûrement, ça pourrait être mieux. Sa glycémie est à jeun et son A1C est normal, donc il n'est pas diabétique. Et ici, c'est pas mentionné, mais on assume que sa pression est totalement contrôlée. Alors, Pierre, syndrome coronarien aigu, prend la thérapie standard. Est-ce que ce patient
Alors, vous allez vous dire, il s'est trompé de question, Trudeau. Il dit, est-ce que ce patient devrait recevoir des cousapin éthyl? Je vous laisse répondre à ça avec l'étude Reducit. Non, ma question ici, est-ce que ce patient est à risque de saignement si on ajoute de l'écousapin éthyl? On a vu que les gens n'ont pas plus saigner, mais spécifiquement, lui, là, il prend 2 antiplaquettaires. Est-ce qu'il va saigner plus? Bien, la réponse est non. Encore une fois, dans l'étude de Reducit, tous les patients randomisés, il n'y avait pas de façon significative plus de saignement. Mais si on regarde quelqu'un comme Pierre, c'est la 4e ligne de ma diapo, lui, il prend 2 antiplaquettaires, en plus de sa forte dose de PA. Ben, il ne saigne pas plus. Il y a une tendance à avoir quelques saignements, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Regardez, de toute façon, les chiffres sont très petits. Donc, on prenne pas d'antithrombotique, on ne saigne pas plus, c'est sûr. Mais si on en prend juste un antiplaquettaire, ou au moins 2 ou plus, okay, qu'on prenne un anticoagulant ou qu'on prenne seulement un anticoagulant, mais avec, c'est-à-dire qu'on prenne un anticoagulant, mais avec un seul antiplaquettaire, on ne saigne pas plus. Puis la dernière ligne, c'est un petit clin d'œil à l'étude Compass, là, le Xarelto à petite dose avec de l'aspirine. Si on rajoute de l'EPA, on ne saigne pas plus. OK. Janine, 80 ans, AVC il y a 2 ans, déprimée depuis cet événement. Je vais juste faire un petit apartheid. Oui, au moins 40% des gens après un AVC sont déprimés. Elle a cessé de fumer à ce moment-là. Elle prend un supplément d'oméga 3. C'en est un OTC, over the counter, sur les tablettes. C'est toujours un mélange de plusieurs choses à de doses variables. Et comme traitement sous prescription, de l'aspirine, une statine, un inhibiteur de l'ECA, de la venlafaxine, qu'on appelle aussi Effexor, et de la quiétapine, qu'on appelle aussi du Seroquel. Bon, alors son LDL cholestérol un petit peu mieux que Pierre, 2,1, pas tout à fait assez, mais proche. Son HDL 1,2 et ses triglycérides mieux que Pierre, 1,9. Elle aussi, on assume que sa pression est normale et on a mesuré glycémie et A1C, les deux sont normaux. Alors, y a-t-il une possibilité d'interaction médicamenteuse si j'ajoute de l'icosapin éthyle à Janine? Ben, Janine, elle prend pas mal de choses. Elle prend surtout un antidépresseur. Est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses qui pourraient se faire? Alors, tout d'abord, la bonne nouvelle, c'est que l'icosapin éthyle n'est pas métabolisé par un cytochrome P450 sous toutes ses déclinaisons. Donc, pas de problème. On n'ira pas être en compétition avec le cytochrome P450. Il ne passe pas par là. De fait, il est digéré par le foie. Il est attrapé comme n'importe quel lipide en circulation, dans la circulation sanguine, et métabolisé par le foie. Donc, il ne passe pas par le cytochrome. Il est efficace à n'importe quel groupe d'âge. On l'a vu tout à l'heure, tendance forte pour l'issue combinée primaire, mais clairement bénéfique avec l'issue secondaire qui est à 3 composantes. Et par contre, un mot pour Janine, il faut arrêter le supplément d'oméga 3 avant de commencer l'icosapin. Souvent, les combinés d'oméga 3 contiennent pas juste de l'EPA, ils contiennent aussi du DHA dans des doses variables et l'ajout d'une forte dose d'EPA dans l'icosapin éthyle, par-dessus d'autres doses de DHA et EPA, ça a été rapporté qu'il pourrait y avoir des signes. Donc, c'est l'un ou l'autre, puis évidemment, on va donner de l'icosapin éthyle, puisque dans une étude randomisée, il a été bénéfique. C'est toujours la grande question, que ce soit nous comme praticiens ou encore de vos patients. Là, quand l'étude est sortie, moi, je voyais des hordes de gens qui allaient s'acheter des suppléments à la pharmacie ou des magasins de nutrition. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On l'a vu dans d'autres études. Il s'agit de la bonne molécule à la bonne dose pour avoir un bénéfice. Le cas numéro 3, c'est Georges, 72 ans, ancien fumeur et alcoolique.
C'est la vraie vie. Antécédent, il est diabétique, hypertendu, dyslipidémique. Il souffre d'insuffisance rénale et un débit de filtration glomérulaire estimé à 35 cc minutes. Il est allergique aux crevettes. Il prend une TLCA avec amlodipine, prend de la canagliflozine et de la répaglinine. Il y a de l'insuffisance rénale. Mais la canagliflozine, ici, se veut non seulement pour protéger ses reins, pour lui, c'est pour protéger ses reins. Mais comme vous savez, la canagliflozine aussi peut prévenir les événements cardiovasculaires. Et il a une statine. Donc, il est bien traité, là. Pression, diabète, statine. Son LDL est mieux que les autres patients, 1,8, bravo. Son HDL est bas. Quand c'est bas comme ça, c'est que, bon, souvent, on ne fait pas d'activité physique ou on ne mange pas des bonnes choses. Peut-être parce qu'on fume en cachette. Les fumeurs ont un HDL bas. Lui, il dit qu'il ne fume plus. Ses triglycérides sont 1,5, mais à le voir, le croit, il est mince. Vous savez, les triglycérides, c'est sensible au surplus de calories, surtout les sucreries, trop d'alcool, la sédentarité. Alors, c'est ça qui fait monter les triglycérides. Ici, lui, ils sont tout à fait raisonnables et son A1C est près de l'acide. Donc, Georges, c'est un petit peu différent. Il est en prévention primaire selon l'étude Reducer, mais il n'a pas juste un, mais deux autres facteurs. Est-ce que ce patient peut débuter de l'écosapent éthyle? Là, c'est la question à laquelle vous vous attendiez. Mais attention, je ne veux pas que vous trébuchiez sur un détail de l'histoire. Alors, voyons vos réponses. Alors, les points à considérer ici, c'est que d'abord, l'écosapent éthyle peut être administré avec les patients avec insuffisance hépatique. C'est dans la monographie, sauf à des stades avancés. S'ils ont plein de signes cliniques de cirrhose, là, que ce soit des signes cliniques comme une grosse rate, des signes cliniques dans leurs mains, puis à plus forte raison, s'ils ont de la jaunisse puis ils sont encéphalopathes, vous n'en donnez pas. Donc ça, c'est des stades avancés de la classification Child. Ça serait au moins C et B. Mais autrement, on peut en donner, même si on a été alcoolique à un moment donné. L'écosapent éthyle n'est pas excrété par la voie rénale. Donc, pas de problème s'il a de l'insuffisance rénale chronique. D'ailleurs, dans la monographie, vous allez voir qu'on peut l'administrer jusqu'à un débit de filtration glomérulaire 30 cc minutes. Pourquoi 30 cc minutes? C'est parce que ça n'a pas été étudié en bas de 30 cc minutes. Mais quand on regarde les études de pharmacocinétique et de pharmacodynamie, on voit très bien que l'écosapent éthyle n'est pas excrété par les reins. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de problème en bas de 30 cc minutes. Mais moi, je dois m'en tenir à la monographie du produit tel qu'accepté par Santé Canada et c'est ce que je vous partage. Puis finalement, la réponse, est-ce que c'est un oui ou un non? Je vous dis prudence, parce que c'est le mot utilisé dans la monographie. N'oubliez pas, là, l'écosapent éthyle, c'est un EPA, mais c'est un EPA de source marine. Ça vient des petits poissons. Concentré, là, transformé, concentré en juste EPA. Donc, ils disent prudence. Il ne devrait pas avoir de problème si c'est juste de l'EPA, mais on écrit dans la monographie prudence. Au cas où il y aurait peut-être une légère contamination par un poisson, un autre poisson ou un crustacé. Entre vous puis moi, j'en donnerais, je pense que le bénéfice est beaucoup plus grand. D'ailleurs, vous pouvez le questionner quant à son allergie. Est-ce qu'il y avait tout simplement eu des petits boutons ou plutôt il y avait eu un angioédème? Il y a une différence là. Mais ça devrait être... C'est pas encore connu, mais ça devrait être extrêmement, extrêmement rare d'avoir une allergie poisson crustacé en prenant de l'écosapent éthyle. Voilà. Je veux juste résumer aussi maintenant Reduce It avant de vous quitter puis de prendre vos questions. J'ai bien hâte d'entendre vos questions. On a vu tout à l'heure les grandes lignes, l'issue primaire combinée, l'issue secondaire combinée. Et là, je vous ai montré les composantes individuelles qui étaient toutes positives avec un effet sur la mortalité. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on présente les grandes études, il y a une hiérarchie de présentation. On va d'abord montrer ce qu'on veut prouver en premier. Et ici, je l'ai dans la diapo. La première chose qu'on veut montrer, c'est ce qu'on recherche le plus, c'est l'issue primaire combinée. C'est positif, 25 % en moins d'événements.
Ah, ça va bien. Donc, on passe à la prochaine issue ou bénéfice recherché. Alors ici, c'était l'issue secondaire combinée, celle à 3 points, là. A est positive. Ah, on continue. Ensuite, les auteurs disent, bien, qu'est-ce qui est le plus important? Bien, c'est de rechercher moins d'infarctus. On l'a vu, c'est positif. Moins d'infarctus mortel ou non fatal. Pardon, j'ai sauté la ligne décès d'origine cardiovasculaire ou infarctus du myocarde non mortel. C'est positif le résultat. Pour tous les infarctus, c'est positif. Donc, on établit qu'est-ce qui est le plus important, puis là, on continue de descendre la liste. Donc, ça va bien. À date, on a 4, et tout ça, c'est prédéterminé. Ce n'est pas des affaires qu'on calcule après que les résultats sortent. Non. Ce sont des bénéfices recherchés par cette étude qui sont prédéterminés. Donc, à date, on en a 4 positifs, ça va bien. Le besoin d'être revascularisé, positif. Un décès d'origine cardiovasculaire, uniquement ça, pas combiné avec un autre, positif. Hospitalisation due à une angine instable, positif. AVC, mortel ou pas, positif. Mortalité de toute cause avec infarctus non mortel ou AVC non mortel, positif. Le seul qui n'a pas réussi à être positif, ici, c'est la mortalité de toute cause. Il y a une légère tendance à être du côté positif, mais malheureusement, l'intervalle de confiance dépasse la ligne 1.0. On peut mourir d'autres choses de la maladie cardiovasculaire et ça a pu avoir monté la mortalité de toute cause, mais néanmoins, pour une étude de la durée de REDUCE-IT, comme vous voyez, le bénéfice, il est grand en termes de morbidité et de mortalité cardiovasculaire. Puis sûr que vous allez me demander comment on prescrit ça. C'est 2 capsules de 1 gramme qu'on prend 2 fois par jour. Donc, ça fait le 4 grammes d'icosapent éthyle par jour. On prend ça de la nourriture. Parce qu'il faut que les lipases intestinales transforment l'icosapent éthyle en EPA au niveau de la lumière intestinale. Les patients doivent être avertis qu'il faut avaler les capsules entières, pas les couper, pas les mâcher, on avale ça tout rond. Si une dose est oubliée, les patients devraient la prendre aussitôt qu'ils s'en aperçoivent. Quand je vous parle de pratico-pratique, ça n'a pas de goût de poisson. Ça ne goûte pas le poisson, puis on n'a pas ensuite d'éructation qui sentent le poisson. Ça va bien. Et ça se conserve à la température de la pièce aussi. Donc, il n'y a pas de storage particulier à adopter pour ces capsules-là. Alors, voici ma diapo sommaire, Monsieur le Président. 3 points à retenir. On a parlé de beaucoup de choses intéressantes, rassurantes. On a vu 3 patients typiques qui devraient prendre l'icosapent éthyle, mais on avait certains questionnements. Alors, mon sommaire est le suivant. En rajout à la thérapie standard, l'icosapent éthyle abaisse davantage l'incidence d'événements cardiovasculaires et de la mortalité cardiovasculaire. Il est indiqué pour les patients à haut risque, c'est-à-dire en prévention secondaire de l'infarctus du myocarde, de l'AVC, ou chez les gens qui ont une maladie artérielle périphérique symptomatique ou qui ont été opérés, et chez les diabétiques en prévention primaire, c'est-à-dire qui n'ont jamais fait d'événements cliniques, mais qui ont un autre facteur de risque cardiovasculaire. Et finalement, on l'a vu pour les sous-populations intéressantes, parce que quand on voit du monde avec des maladies cardiovasculaires, souvent, ils ne sont pas jeunes, alors efficaces à tout âge, sans risque de segments supplémentaires, même si on est anticoagulé, même si on prend 2 antiplaquettaires et sans interaction médicamenteuse. Donc, on a vu le cas de Janine qui prend du Seroquel, de l'Effexor. Pas de problème. Ça n'interagit pas avec le cytochrome P450. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'ai bien hâte de répondre aux questions. Excellent, Luc. Merci beaucoup pour cette excellente présentation et surtout, dans les circonstances, avoir été capable de remplacer le docteur Tardif, c'est très, très, très gros. Bravo, Luc, d'avoir relevé ce défi-là avec brio. Donc, on a pu constater, heureusement pour nous, que tu connais très bien l'étude REDUCE-IT.
C'était très fluide, là, malgré que c'était pas prévu que tu fasses cette partie. Donc, bravo pour cette performance. Donc, Luc, évidemment, un orateur d'expérience ici là, qui nous a montré ce dont il est capable. Donc, encore une fois, bravo. Donc, je vous rappelle, pour les questions, allez-y à volonté dans la section questions-réponses, parce qu'évidemment, on a beaucoup de temps pour les questions. Je vois qu'on a atteint le chiffre de 100. On a atteint le chiffre de 100 questions. Ça suscite vraiment beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup pour votre intérêt, vos questions. Alors, je vais essayer de faire toutes les questions. Tantôt, j'ai été obligé d'en regrouper plusieurs. Peut-être cette fois-ci, ce ne sera pas nécessaire. Attendez un peu que j'essaie de retrouver où ce qu'on était rendu, là. Mais avant, peut-être que je pourrais utiliser le privilège d'être à l'Institut de cardiologie pour poser la première question. Est-ce que, Luc, à ta connaissance, il y a un effet sur la tension artérielle dans le radiocyte? Oh, l'effet sur la pression artérielle, c'était très, moi je peux dire non significatif. Là. Je pense que c'était de l'ordre de 0,9 ou 1,0 mm de mercure de systolique. Donc, c'est pas un facteur confondant. Okay, parfait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de résultats intéressants. Il n'y a pas d'effet sur la fonction rénale, notamment? Oui, ça n'interfère pas avec la fonction rénale. Donc, je veux dire, c'est pas rénoprotecteur, si c'est ça la question qu'on demande. Je voyais tellement de résultats positifs à différents niveaux qu'à un moment donné, je me demandais est-ce que même il pourrait y avoir un effet rénoprotecteur en plus? Oui, je reconnais le néphrologue en toi. Intéressant. Alors donc, première question, est-ce que il est nécessaire de toujours mesurer les triglycérides à jeun? Et quelle est l'interprétation des triglycérides à jeun versus non à jeun? Voilà. Alors, vous êtes peut-être un petit peu, toujours un petit peu aux prises avec l'idée de faire un bilan lipidique à jeun ou pas. La différence pour le LDL cholestérol entre à jeun et pas, ça va de 0 à 5 %. Et ça, habituellement, ça n'influence pas la dose ou la prescription de statine. Pour ce qui est des triglycérides, c'est beaucoup plus sensible au jeûne. Il peut y avoir une différence qui atteint 20 à 25 % entre être à jeûn et pas. Et si on veut porter attention aux triglycérides, si on veut mesurer les triglycérides, il faut que ça soit à jeûn. Ici, les critères d'inclusion dépendent du niveau de triglycérides et donc il faudra mesurer le bilan lipidique à jeûn. On s'est bien gardé de ne pas aller plus haut que d'environ 5,1, 5,2 de triglycérides ici, parce qu'à partir de 6, c'est là où les patients peuvent avoir des pancréatites avec des triglycérides trop élevés. Donc, ça sera un autre problème à adresser. Là. Mais c'est ça. Non, il faut faire à jeun pour comprendre quel est le... Bon, si on respecte les critères d'inclusion, après tout, quand on traite des patients qu'on pense qui sont éligibles à recevoir de l'écosapent éthyle, il faut voir s'ils respectent les critères d'inclusion de l'étude. Autre question, Luc. Si un petit futé réussit à calculer la quantité de PA à peu près que contient, disons, un supplément qu'il a trouvé à la pharmacie pour prendre à peu près la même dose que dans l'étude radiocyte, est-ce qu'on peut s'attendre aux mêmes bénéfices? Peut-être. Pour avoir de l'EPA aussi concentré, ça prend un processus chimique assez spécial fait en manufacture. Je ne suis pas sûr que les compagnies qui vendent des médications en vente libre ils vont y arriver. Mais peut-être que oui. Peut-être que oui. Tout à l'heure, on a parlé d'habitude de vie. Il y a des gens qui réussissent à manger entre 2 et 4 grammes de PA. On pense à l'étude originale qu'on appelait l'étude des Esquimaux. Je me sens en guillemets parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas utiliser ce terme-là. En tout cas, bref, l'étude fait chez les Inuits ou les gens des Premières Nations qui vivent dans le Grand Nord. De toute façon, ici, c'était des gens au Groenland. Ils avaient la diète de 2 macros par jour, 2 poissons macros par jour. Et ça donne
près de 4 grammes de PA par jour. Il y a également l'exemple de la Finlande qui mangeait qui étaient des meat and potato eaters. Ils mangeaient beaucoup de viande et peu de légumes et de fruits. Leurs légumes, c'était surtout la pomme de terre. Et en 20 à 30 ans, ils ont diminué l'incidence des événements cardiovasculaires de 70 % et la mortalité cardiovasculaire de plus de 30 % juste en changeant leurs habitudes de vie. On parlait d'habitudes, on parle de faire de l'activité physique, d'être plus mince, manger plus de fruits et de légumes. Et dans le cas de la Finlande, c'était beaucoup plus de poissons. Alors, ça s'inscrit probablement dans une diète équilibrée que de manger plus de poissons, du poisson à tous les jours. Un des poissons qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, et c'était un des apports de macro chez les Inuits, c'était aussi le thon. Le thon est riche en EPA. Alors, règle générale, on dit toujours poisson riche en acides gras. Puis quand on veut dire acides gras, ben, c'est des acides gras à longue chaîne. Les PUFA, comme on dit en anglais. Mais essentiellement, là, ce qu'on retrouve sur les tablettes, c'est pas la même chose. Non. À ce moment-ci, vous ne trouverez rien de pareil sur les tablettes. Là. Non. Quand les enfants en vendent à 9,99, c'est pas ça. Donc, question parallèle ici, je pense qu'il est important de poser ce stade-ci. Est-ce que l'icosapent éthyle est disponible au Canada? Et si oui, au Québec, est-ce que c'est un médicament d'exception? OK. Alors, l'icosapent éthyle a eu la notice de compliance de Santé Canada. Donc, il est disponible partout au Canada, incluant le Québec. Il faut le prescrire. Et au Québec, il n'y a aucune stratégie gouvernementale à ce moment-ci, ça s'en vient, mais aucune stratégie gouvernementale pour le rembourser, que ce soit médicament d'exception, que ce soit un code, ou même pas de stratégie patient d'exception. Néanmoins, il y a plusieurs compagnies d'assurance privée à ce moment-ci qui remboursent l'icosapent éthyle, qu'on appelle le VASCEPA, si les patients rencontrent les critères de l'étude REDUCE-IT. Donc, pour le moment, si c'est un patient RAMQ, on ne peut pas le prescrire. Si on est un patient RAMQ, on n'a pas de possibilité de se le faire rembourser. Est-ce que quelqu'un a essayé patient d'exception? Ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Et, dans certaines circonstances, ça fonctionne. Oui. Je ne suis pas un coup de marketing, je suis en train de dire, mais parlez à votre représentant, HLS Thérapeutique. Ils offrent des cartes là, pour ceux qui ne sont pas capables de se payer. J'en ai reçu, puis j'ai des patients qui sont patients RAMQ qui en ont profité. Mais, je veux dire, quand on parle de l'abaissement, d'événements cardiovasculaires, de décès cardiovasculaires, c'est sûr qu'on aimerait mettre nos mains sur ce médicament. Donc, une autre question. L'icosapent éthyle semble s'appliquer à une clientèle diabétique assez large selon les critères d'inclusion. Êtes-vous d'accord? Et j'ajouterais, disons, comme question, d'après toi, quel pourcentage des patients diabétiques de type 2 seraient des patients type où ce médicament pourrait s'appliquer? C'est une excellente question qui n'a pas été bien comprise, je crois, dans l'étude REDUCE-IT. Est-ce que si votre patient demain est diabétique, il est à haut risque d'avoir un événement cardiovasculaire parce qu'il est diabétique depuis un jour par rapport à celui que ça fait 15 ans qu'il est diabétique type 2? Il y a une belle étude qui a montré que selon la durée la prévalence du diabète chez les individus souffrant de diabète type 2, c'est 15 ans de diabète qui est l'équivalent d'une maladie coronarienne sévère. Okay? C'est chez les gens-là qu'on va trouver une maladie coronarienne significative. D'ailleurs, c'est dans les recommandations de Diabète Canada, tout le monde qui a un diabète type 2 de 15 ans et plus devrait avoir test à l'effort. Donc, c'est pour vous dire que le risque augmente avec les années qui passent pour les diabétiques type 2, à savoir s'ils sont à haut risque d'un événement coronarien ou pas. Je n'ai pas beaucoup de réponses à ça. Je pense que ça
Ça va peut-être apparaître dans les prochaines lignes directrices canadiennes pour le traitement de la dyslipidémie. Parce que quand on est diabétique, on donne des statines. C'est sûr, c'est le médicament de première ligne. Mais le temps d'introduction de l'écosapent éthyle, j'en suis pas sûr. Moi, je pense que ça devrait être au moins des diabétiques qui ont un, sinon deux autres facteurs de risque et qui souffrent de la maladie au moins pendant 5 à 10 ans, mais pas ceux qui sont fraîchement diagnostiqués. C'est quelque chose d'intéressant à laquelle on devrait peut-être s'adresser. Peut-être qu'on devrait faire une analyse post-hoc de Reducit, à savoir, à l'intérieur du groupe diabétique, c'était ceux qui étaient plus longtemps diabétiques par rapport à ceux qui étaient fraîchement diagnostiqués, qui en ont plus profité, on ne le sait pas. Autre question, quelles sont les contre-indications importantes? Ici, on dit à part l'allergie aux fruits de mer. Je ne sais pas si l'allergie aux fruits de mer est une contre-indication formelle là-dessus, mais peux-tu donc, Luc, élaborer sur les contre-indications? Bon, alors, pour ce qui est des fruits de mer, c'est dans la section contre-indication avec juste le mot prudence. Donc, on l'a classifié comme tel. Autrement, y a-t-il des contre-indications? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On parle tout simplement d'une substance qui est naturelle, qui est normale dans notre corps humain, qu'on a tout simplement sublimée, augmentée à un niveau qu'elle est devenue vasculo-protectrice. Non? Excellente réponse, Claire. Donc, il y a quelqu'un qui demande il y a plusieurs personnes, en fait, qui ont demandé si on allait avoir accès au PDF des présentations. Je vous assure que oui. Dans un délai assez raisonnable, toutes les présentations vont être disponibles éventuellement sur notre site Internet de la SSVQ. Quelques questions sur le coût de la molécule. Es-tu au courant du coût? On est loin de la science, là, mais c'est pratico-pratique. Là. On parle d'environ 275 $ par mois. OK, donc, quelqu'un qui a ici un cas clinique, en bref, un patient qui a eu un stent dans le passé, donc maladie cardiaque athérosclérotique, il a du Lipitor 80, il est non diabétique. Son LDL est à 1,9, triglycérides de 1,8. Qu'est-ce qu'on choisit ensuite? Ezetimibe, PCSK9 ou icosapent éthyle? Excellente question. Si on pense à l'âme de l'étude Reducit, il fallait donner la thérapie standard maximale. Donc, il faudrait rajouter de l'ézetimibe. Et si là, et seulement si on obtient la valeur cible, là, on pourra ajouter l'icosapent éthyle. Ça ne se substitue pas à l'algorithme habituel pour les patients à haut risque. Il faut d'abord obtenir la cible pour tous les patients et le rajouter. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ne seront pas capables d'atteindre la cible. Ici, on en a un exemple. À 80 mg, ça ne fonctionne pas. Mais ça, c'est pas inhabituel. Le plus grand abaissement du LDL cholestérol avec les statines, c'est à la dose d'introduction. 35, 40, 45 %. Et chaque fois qu'on augmente la dose du médicament, qu'on va à la dose suivante, on augmente l'abaissement du LDL juste de 6 %. Donc, ce qui est plus payant, c'est plutôt à rajouter que d'aller à la pleine dose. À part de ça, la pleine dose, il y a plus d'effets secondaires comme des myalgies, des myosites et probablement induction de diabète. Alors, non, je pense que ça serait plutôt l'ézetimibe ici que je prendrais. Mais c'est une excellente question. Ici, il y a eu beaucoup de patients qui ne prenaient pas de l'ézetimibe, puis qu'on prenne l'ézetimibe ou pas, ils en avaient bénéficié. Vous voyez, là, l'INES et la RAMQ ont un gros boulot là, de penser aux critères de remboursement. Pour ce qui est des assurances privées, à ce moment-ci, ça a l'air que ça passe très bien. Alors, si votre patient a une assurance privée, essayez l'écosapent éthyle, je pense que le bénéfice va être plus grand. Parce que si je pense, par exemple, à l'étude Improve It, où c'était justement une statine à pleine dose avec les étrons dans un comprimé, là, il y a eu un bénéfice supplémentaire, mais pas de la magnitude de l'écosapent éthyle. Donc, je crois que si le patient a une assurance privée, je lui prescrirais de l'écosapent éthyle. Mais s'il n'y a pas d'assurance privée, allez-y avec les étrons. Depuis quelques minutes, je ne reçois plus de questions, donc gênez-vous pas, continuez à
à nous poser des questions. Il y a encore du temps. Donc, la prochaine question, c'est comme les courbes d'événements semblent être exactement les mêmes, peu importe le taux de triglycérides de départ, est-ce qu'on prévoit une étude pour les gens qui ont des triglycérides inférieurs à 1,5? C'est une bonne question. À l'effet qu'on ne sait pas si des triglycérides très bas amènent une protection cardiovasculaire supplémentaire. Je fais ce parallèle avec les études pour le LDL cholestérol, à savoir que quand sont venus sur le marché des inhibiteurs de la PCSK9, on a pu atteindre aisément et souvent un LDL inférieur à 1,0 et on voyait un bénéfice supplémentaire. Improve It, on avait atteint 1,4 dans l'étude avec le rosuvastatin, je m'excuse le nom, je l'oublie, ils étaient à peu près à 1,6. Et la courbe montre bien que plus bas amène toujours plus de protection cardiovasculaire que les statines. Et là, on atteint encore plus bas dans la courbe avec les inhibiteurs de la PCSK9. Je pense que c'est une étude qui devrait être faite, qui n'a jamais été réalisée, même avec les fibrates qui ne montraient pas de bénéfices. Eux, ils étaient capables d'atteindre des niveaux comme 1,5, 1,6, 1,7 et ils n'ont pas montré de bénéfices. Il faudrait peut-être les faire baisser en bas de 1,0 et à des niveaux plus bas, mais ça n'a jamais été testé. Donc, autre question. Donc, on revient sur le cas numéro 2. Donc, ici, on nous mentionne que pourquoi donner de l'icosapam éthyle à la patiente numéro 2 si elle n'est pas diabétique ni coronarienne? Revenons à la patiente numéro 2. Alors, la patiente numéro 2, c'est Janine. Elle était en prévention secondaire d'un AVC. C'est l'AVC. Et c'était un des facteurs qualifiants. Je suis d'accord qu'on se concentre beaucoup sur la coronaropathie. C'est ça qui est le plus fréquent en termes d'événements cardiovasculaires. Mais il y avait des patients randomisés qui avaient souffert d'un AVC ou encore qui ont une maladie artérielle périphérique symptomatique. Donc, autre question. Patient qui a des triglycérides élevés. C'est un patient qui ne tolère pas les statines ou les fibrates. Qu'est-ce qu'on peut choisir à ce stade-ci? Là, j'imagine que c'est probablement un patient en prévention secondaire. Oui, en prévention primaire, j'en donnerais seulement que si le triglycéride en haut de 6 pour prévenir une pancréatite. En prévention secondaire, on l'a vu, ceux qui ont des niveaux élevés, selon le registre ontarien, ont plus d'événements récidivants, d'événements coronariens récurrents. Si on peut prendre ni l'un ni l'autre, eh bien là, on est mal pris. On peut donner de la niacine, mais il y a eu une étude sur la niacine qui était bien faite, mais c'était la niacine à action prolongée, une fois par jour, qui a dû être arrêtée pour question de futilité. La niacine à courte action fonctionnait, mais peu de gens peuvent tolérer à cause des effets secondaires. Donc, on n'a pas beaucoup de choix. Et on pourrait toujours essayer des séquestrants d'acide biliaire, mais ça fonctionne plus pour le LDL cholestérol que les triglycérides. C'est à peu près ça. On commence à être mince là, dans la liste. Il y a des statines mieux tolérées que d'autres, comme par exemple la fluvastatine ou encore la pravastatine. C'est souvent des choix de deuxième ou troisième statine, là, si vous voulez en essayer d'autres. Et même à l'intérieur des fibrates, il y a des fibrates mieux tolérés que d'autres. On pense toujours aux phénofibrates, là. Mais au bézafibrate, là, je me suis aperçu que souvent, il était mieux toléré que le phénofibrate. On peut essayer ça. Mais après ça, comme je vous dis, la liste est très mince et avec une efficacité douteuse. Là. On parle encore une fois de niacine et de séquestrant des sels biliaires. Donc, autre question ici intéressante. Un patient diabétique qui prend du phénofibrate spécifiquement pour diminuer son risque de rétinopathie. Oui. Est-ce que l'icosapam éthyle peut être ajouté à sa médication? Oui, totalement.
Totalement. Je vois que cet intervenant suit bien la littérature ou encore il habite en Australie. L'Australie a donné l'indication officielle au phénofibrate pour la prévention de la rétinopathie diabétique, qui était comme un bénéfice tertiaire de l'étude Field. Mais ici, ça n'a jamais débloqué. Alors, c'est parfait pour votre patient diabétique, là. Oui, on peut rajouter de l'icosapentine. L'icosapentine n'étant pas métabolisé par le cytochrome P450. Est-ce que l'icosapentine peut être même bénéfique chez un patient ayant eu un ICT? Oui, l'ICT est vu comme un AVC mineur. C'est peut-être une terminologie plus américaine, mais un ICT, tout comme un AVC, pour nous, c'est la même chose. C'est le même mécanisme. Les facteurs de risque sous-jacents sont les mêmes, mais l'ICT vient avec cette aura que peut-être le gros AVC s'en vient. Donc, un, c'est AVC qu'on devrait dire majeur et l'autre mineur. On voit les deux de la même façon. Donc, concernant l'évaluation à l'INES, est-ce que c'est déjà, je ne sais pas si c'est des informations publiques, mais une personne semble dire qu'il a déjà été évaluée et refusée une première fois à l'INES. Est-ce que c'est le cas et qu'en pensez-vous? C'est le cas. Les raisons sont peut-être un peu secrètes, nébuleuses. Ça se peut que ça soit le prix, mais tout ça pour dire qu'il y a eu certaines modifications de la part du distributeur canadien, le manufacturier étant américain, là, et on a bon espoir qu'il y ait une forme de couverture bientôt. Donc, il y a eu une resoumission avec des items qui sont, on le pense, favorables aux questions en termes de réponse aux questions de l'INES. Ça s'en vient. Oui, parce qu'avec des résultats comme ça, on imagine que le bénéfice clinique a été reconnu. Donc, il doit avoir une question de prix aussi seulement. Moi, j'ai juste une chose à rajouter sur ce que tu viens d'avancer, Michel, c'est que on est rendu à 4, 5, 6 médicaments pour ne pas avoir une récurrence d'un événement clinique. Il y a quand même un risque résiduel. On rajoute ici de l'icosapentine et on est encore capable de montrer moins d'événements cardiovasculaires et de faire une différence dans la mortalité cardiovasculaire. C'est fantastique. Et aujourd'hui, là, souvent, les grandes études randomisées contrôlées en médecine cardiovasculaire, c'est pas de savoir si ça va diminuer la mortalité, c'est de savoir si on va prévenir plus d'événements. Parce qu'on n'est pas sûr que ça va diminuer la mortalité, tellement que les patients sont tellement mieux traités par rapport à il y a 20 ans. Mais ici, médicaments de 5e, 6e, 7e ligne, le patient en bénéficie comme si c'était il y a 20 ans quand on a introduit les statines. Je pense je pensais avoir fini, mais là, il y a une question qui vient d'arriver un instant. Est-ce qu'on peut le donner chez des gens qui ont une fibrillation auriculaire active actuellement? Oui, dans le sens que quand on a vu de la fibrillation auriculaire survenir dans l'étude REDUCE-IT, c'était de nouvelles fibrillations auriculaires. Et le plus souvent, chez des gens qui étaient connus comme en ayant eu dans le passé, mais qui n'étaient plus en fibrillation auriculaire, ou avec une histoire de fibrillation paroxystique, qui n'était pas en fibrillation au moment de la randomisation, mais là aussi, il y a eu une récurrence. Il y a possiblement certains patients qui ont été randomisés avec une fibrillation auriculaire persistante, permanente, mais il n'y a pas eu, comment je peux dire, accélération. Ça n'a pas empiré leur arythmie. C'est pas une contre-indication. C'est pas une contre-indication. Puis le patient type, OK, donc le patient type, il est difficile à décrire ici parce que ce n'était pas des nouveaux. Est-ce qu'il y a une question sur quel est le patient type sur lequel on devrait éviter l'icosapentine pour son risque particulièrement augmenté de FA chez ce patient en particulier?
chez qui on devrait prendre plus de précautions concernant le risque? C'est sûr que ceux qui en auraient déjà fait dans le passé risquent de revoir cette arythmie-là. Donc, c'est peut-être des patients à surveiller d'un peu plus proche alors qu'ils sont sur la thérapie, à savoir appeler s'ils ont des palpitations, s'ils prennent leur pouls de temps à autre. Maintenant, il y a les gens des Fitbit, là, à savoir s'ils ont des arythmies et ou encore fréquence cardiaque accélérée. Mais s'ils développent la fibrillation auriculaire, il faudra traiter la fibrillation auriculaire comme n'importe quelle fibrillation auriculaire. Ce n'est pas une raison d'arrêter la thérapie, à moins qu'on ait beaucoup de difficultés à contrôler la fibrillation auriculaire qui est survenue. Donc, question maintenant sur le placebo qui a été utilisé. C'est un peu curieux, notamment ça donnait plus de diarrhée dans les effets secondaires, mais aussi dans l'étude Evaporate, c'est quand même un peu curieux que la plaque augmente de 108 %, c'est tout de même très élevé. Est-ce qu'on a des renseignements sur quel était le type de placebo utilisé? Oui, tout à fait. Il s'agit de gélules, mais remplies d'huile minérale. Peut-être que les gens ne tolèrent pas l'huile minérale. Oui, pour les diarrhées, oui, peut-être ça se fait. Mais est-ce qu'il pourrait avoir des effets délétères athérosclérotiques de ce minéral utilisé? C'est quelque chose de totalement inerte en termes de conséquences pour le fonctionnement des artères. Non, c'est peut-être ça. C'est un peu comme quand des gens prennent des comprimés de magnésium, ils peuvent avoir un peu de diarrhée. Ici, c'était une huile qui contenait des minéraux. C'est comme l'huile minérale qu'on peut acheter en vente libre. Là.